Hey hey hey! J'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai pas tourné de vidéo, mais le mois de septembre a été rempli de multiples choses telles que mon déménagement, mon entrée à la fac, la reprise du travail, etc. etc. Donc le mois de septembre, j'ai pas beaucoup lu et j'ai pas énormément eu le temps de tourner des vidéos, sachant qu'en plus dans mon nouvel appart il n'y avait pas internet, enfin bref. C'était un petit peu compliqué, mais maintenant je suis de retour. Désolée d'ailleurs pour ma voix, je suis malade, je tousse depuis ce matin, donc j'ai une voix un petit peu bizarre, je vous l'accorde. On se retrouve aujourd'hui dans un point lecture dans lequel je vais vous présenter 3 livres que j'ai lus au cours du mois d'août et du mois de septembre. On va commencer avec Les Royaumes de Feu, le tome 3 Au cœur de la jungle de Tweet et Sutherland chez Gallimard Jeunesse. Ensuite on enchaînera avec le tome 1 de L'autre de Pierre Bottero, Le souffle de la hyène chez Rajo. Enfin, je vous parlerai de La Reine des Enfers de Béa Fitzgerald chez Nathan. On va commencer avec le tome 3 de cette saga que j'aime énormément, Les Royaumes de Feu. On va être là sur un tome 3 où on va suivre le personnage de Gloria. Pour vous faire un petit résumé rapide de la saga dans sa globalité, je vais pas vous résumer le tome 3, ce serait vous spoiler. On est à Pyria, une archipel même, où vivent des dragons qui sont répartis dans différents royaumes selon leurs espèces. On va avoir les ailes de sable, les ailes de glace, etc. etc. Et une guerre a éclaté il y a des années de ça pour la succession du trône des ailes de sable. La reine a été assassinée non pas par un de ses successeurs mais par un charognard, un humain en gros, et donc on ne sait pas qui est censé succéder à la reine sur le trône. Elle avait 3 filles et tout Pyria va se ranger derrière les trois filles, donc en créant 3 clans dans une guerre. Nous on va suivre 5 dragonnets qui sont les dragonnets du destin. Une prophétie a été établie il y a des années de cela, comme quoi 5 dragonnets nés lors de la nuit la plus claire seraient en mesure de faire stopper la guerre et donc de d'élire une nouvelle reine sur le trône des ailes de sable. Et donc nous on va suivre ces 5 dragonnets qui sont restés enfermés pendant des années dans une grotte et qui n'avaient pas la possibilité de sortir. Un jour ils vont décider de se barrer parce qu'ils en ont marre d'être traités un petit peu comme des parias de la société. Et c'est là que va commencer leurs aventures parce qu'ils vont rencontrer aussi bien des gens qui veulent les aider que des gens qui sont complètement leurs ennemis. Donc voilà un petit peu le plot du tome 1. Ici on se retrouve dans la forêt des ailes de pluie avec Gloria, donc qui est un des dragonnets du destin. Enfin, la prophétie a un peu merdé parce que à la base Gloria devait être une aile de ciel, au final c'est une aile de pluie. Personne ne connaît les ailes de pluie, trouve ça inutile au possible. Et donc la prophétie est un petit peu bancale et donc Gloria c'est pour ça qu'elle veut rentrer au royaume des ailes de pluie parce que de toute façon elle est même pas dans la prophétie, elle s'en tape un petit peu. Et puis au final, est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'elle? Du coup, elle va arriver à la forêt des ailes de pluie, elle va vachement déchanter car c'est quand même un peuple qui a une réputation qui est bien fondée. Et elle va se lancer dans une enquête car des ailes de pluie disparaissent et elle veut comprendre pourquoi est-ce qu'ils disparaissent. Donc voilà, on va suivre une enquête avec Gloria et d'ailleurs l'enquête n'est pas tout à fait résolue à la fin du tome 3, c'est ce qui embrayera sur le tome 4. Voilà, vite fait pour le résumé. Alors j'ai beaucoup aimé ce tome. Comme vous pouvez le voir, ce livre a vraiment bien vécu, je l'ai depuis que je suis peut-être en primaire, voire début collège. Parce que c'était la saga de mon enfance, donc je l'avais déjà lu celui-là, je me suis arrêtée au milieu du tome 4 dans mes souvenirs, donc le tome 4 je vais le redécouvrir carrément. Après quand je vous dis que je les ai lus, j'ai très peu de souvenirs. En fait en lisant je me souviens de ce qui se passe, etc. Je me dis ah oui c'est vrai, je m'en souviens maintenant, mais c'est que en lisant. Voilà, donc sinon je m'en souviens pas plus que ça. Mais du coup j'ai beaucoup aimé ce tome là parce qu'on va découvrir le personnage de Gloria comme on ne l'a jamais vu clairement, parce que Gloria elle se cache un petit peu derrière une carapace de meuf sarcastique qui s'en fout de tout alors que pas du tout, enfin vraiment pas au final. On va la découvrir un petit peu plus parce que du coup chaque tome c'est le point de vue d'un des dragonnets, là on va être sur celui de Gloria, je vous l'ai déjà dit. Mais du coup voilà, on va la découvrir un petit peu plus calme, un petit peu plus posée et un petit peu plus concentrée entre guillemets sur ce qui est vraiment important. Et en fait on se rend compte que au-delà de elle s'en fout, c'est juste qu'elle souffre parce qu'elle se dit que elle n'a jamais été dans la prophétie et que en fait elle a rien à faire là et que on l'a jamais valorisée parce qu'on lui a toujours dit que les ailes de pluie c'était des gros feignants, des paresseux et que de toute façon elle allait jamais rien faire de sa vie. Ce qui n'est pas faux en soi dans le sens où les ailes de pluie sont vraiment des feignants. Mais Gloria est bien plus que juste une aile de pluie, clairement on le voit dès le tome 1.
elle est loyale, elle est fidèle, elle se bat pour ce qu'elle trouve juste. L'enquête qu'elle va mener, en fait, c'est une des seules à vouloir mener l'enquête. Les autres ont totalement abandonné en se disant bon, ils reviendront s'ils ont envie de revenir. Mais voilà. Donc on découvre une Gloria qui vraiment m'a fait plaisir dans ce tome-là. On découvre également tout ce qui se passe en toile de fond. Là, pour le coup, on avance de plus en plus dans l'intrigue derrière, donc qui est la guerre, la prophétie, etc. Et donc en avançant dans cette intrigue, en fait, on découvre des bails très bizarres. La fin de ce tome-là va ouvrir le tome 4. Le tome 4, on sera dans le royaume des ailes de nuit. Je vous laisse découvrir pourquoi la fin du tome 3 ouvre le tome 4, bref. Mais on comprend très vite qu'il y a des magouilles beaucoup plus complexes que ce qu'on peut l'imaginer. Et on a vraiment hâte de découvrir ces magouilles. Voilà, je vous ai pas fait un avis très complet parce que c'est un tome 3 et c'est compliqué de vous résumer et de donner un avis sur un livre que je ne peux pas spoiler étant donné que je spoilerai 2 tomes avant. Donc voilà pour celui-ci, retenez juste que c'est une de mes sagas préférées, ça c'est sûr et certain. On va passer au tome 1 de l'autre, Le souffle de la hyène de Pierre Bottero chez Arajo. Alors déjà, j'adore les éditions poche. Je les ai achetées en poche, regardez-moi ça comme ils sont mimi. Ça veut pas faire le focus? Bon, c'est pas grave. Du coup, ici nous allons suivre Nathan. Nathan vit avec son père et sa mère, il mène une vie à peu près normale. Problème, en fait, il passe son temps à déménager parce qu'il a des capacités physiques et intellectuelles hors normes, c'est-à-dire qu'il peut faire des bonds énormes, il court à une vitesse impressionnante. Et à chaque fois qu'il est repéré pour entrer dans une équipe, pour devenir professionnel, par exemple joueur de basket, etc., ses parents déménagent parce qu'il s'est trop fait remarquer. Donc Nathan, il a toujours changé d'école, il a fait tous les pays du monde parce qu'à chaque fois ses parents voulaient déménager dès qu'il était repéré par une équipe, un manager, etc. Donc Nathan, il n'a pas eu une enfance hyper calme et posée. Et puis un jour, il sort d'un entraînement ou de cours, je sais plus exactement, et en fait, il va arriver devant sa maison qui a littéralement explosé. Il va trouver un message de son père lui disant qu'il doit rejoindre un chalet pour ensuite partir à Marseille où des gens de la famille de son père l'attendront pour l'aider. En fait, Nathan, il comprend vraiment que là, il est en danger de mort, donc il va vivre de multiples aventures avant de se retrouver à Marseille. Et là-bas, il va rencontrer un mystérieux personnage qui s'appelle Rafi, qui a l'air de le connaître alors que lui ne le connaît absolument pas. Et qui va l'amener à rencontrer Shae. Shae, c'est une jeune fille, je dirais pas de la DAS, mais elle est en foyer, elle est ballottée entre famille d'accueil et famille d'accueil. Et elle a une espèce de capacité très bizarre quand elle s'énerve et qu'elle perd le contrôle. La chose prend possession d'elle et elle se transforme en bête sanguinaire, en hyène pour le coup. Et elle n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que c'est que ce bordel. Et elle lui vit très mal, il y a une souffrance profonde en Shae, c'est terrible à lire. Et elle va croiser la route de Nathan. Avec lequel elle va fuir tout simplement des problèmes qu'elle s'est créés voilà, de manière fortuite, et ils vont fuir aussi le même ennemi, ce même ennemi qui a tué les parents de Nathan dans l'explosion de leur maison et qui poursuit Nathan depuis Marseille. Ils vont se rendre compte que cet ennemi en commun, la seule façon de le vaincre, c'est de faire alliance, et ils vont alors découvrir en fait qui ils sont. Clairement, ils vont rencontrer la famille et ils vont découvrir qui ils sont. Et nous, on va découvrir avec eux qui ils sont et l'univers incroyable qui va être développé dans cette saga. Voilà un petit peu pour le résumé, je vous ai fait très global, mais il est tellement court que je peux pas faire plus en fait. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé alors c'est du jeunesse, donc il faut savoir que c'est écrit vraiment super gros, ça se lit en... Il fait 300 pages, j'ai dû mettre 2h30 pour le lire. Et le fait que ce soit du jeunesse, je pense, amène à certaines choses qui moi me dérangent en tant que lectrice de fantasy. Déjà, c'est la rapidité du développement de la relation entre Nathan et Shae. Au-delà de l'amitié ou de l'appréciation qu'ils peuvent avoir, ils vont tomber amoureux en 2 jours. Ça m'énerve, je sais qu'il faut aller vite, c'est pour les enfants, c'est du jeunesse, c'est vraiment... Il n'y a pas d'âge, mais bon, ça peut se lire... J'avais commencé à le lire, j'avais 11 ans, vous voyez. Parce que oui, ça aussi c'est une relecture, j'avais lu le tome 1 il y a des années de ça, quand j'étais encore au collège. Donc voilà, mais je me souvenais pas du tout, hein, quasiment pas. En tout cas... Et il y a quand même pas mal de facilité scénaristique, que ce soit le fait qu'il tombe amoureux en 2 minutes, que ce soit le fait que l'intrigue principale de ce tome réside en un quiproquo. Non, enfin, c'est pas mal fait non plus, mais je veux dire c'est gros quoi, enfin c'est vraiment, c'est pas, là c'est pour le coup, c'est limite plus c'est gros plus ça passe quoi, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, le quiproquo est énorme, ça n'a presque aucun sens, mais c'est l'intrigue complète de ce livre. Le world building aussi est encore un peu faible.
mais c'est un tome 1, c'est un tome 1 de jeunesse, on peut pas assaillir les enfants avec toutes les informations inhérentes au monde, à l'univers qu'on est en train de créer. Je le conçois bien, c'est pas de la fantasy adulte ou young adulte, ok. Mais alors c'est soit moi qui ai peu saisi en fait ce qu'était l'univers, enfin c'est assez complexe quand même à saisir quand on n'est pas hyper bien concentré, donc je pense que je vais relire les passages qui parlent de l'univers, mais on s'attend à un univers de fou furieux avec une inspiration impressionnante, et c'est vrai que ça retombe un petit peu comme un soufflet. Il est vrai. Mais c'est pas dérangeant pour autant. Enfin, je veux dire, je pense que dans la suite, ce sera développé. Mais voilà, ce qui m'a dérangé, c'est vraiment la relation entre Shae et Nathan qui est développée en 5 secondes 50. Et le fait que toute l'intrigue du tome soit basée sur un quiproquo. Mais le world building va rattraper. Et puis la construction de l'intrigue était quand même bien faite au début, avec ce mystérieux Raffi. On va découvrir après qui c'est. Et on va découvrir après l'histoire qu'il y a entre Nathan et Shae avant même qu'ils aient leur naissance. Enfin voilà. On va vraiment comprendre en fait tous les rouages de l'intrigue et c'est vraiment bien fait, mais c'est vrai que ce côté quiproquo alors qu'on avait une intrigue incroyable, c'était bizarre, bref. Mais je lirai quand même la suite parce que vraiment je pense que c'est une saga très prometteuse et que je me suis toujours arrêtée au tome 1, il serait temps de lire la suite. Et enfin, on va parler de La Reine des Enfers de Bea Fitzgerald chez Nathan. Perséphone n'a pas été enlevée, elle a choisi les enfers. Alors là, nous allons être dans un monde purement mythologique, nous sommes dans la mythologie grecque. On va suivre Corée, qui n'est pas encore Perséphone parce que Corée c'est la jeune fille pure et Perséphone ça va être autre chose, j'ai plus exactement l'étymologie, mais Corée, voilà, c'est la jeune fille vierge, pure, etc. Donc Corée qui vit sur une île avec sa mère Déméter, c'est la fille de Zeus, elle vit sur cette île avec les nymphes et sa maman. Et en fait, elle vit sur une île et personne ne l'a jamais vue, à part le jour où elle a reçu ses pouvoirs. Il y a une espèce de cérémonie sur l'Olympe où les dieux et déesses reçoivent le pouvoir de Zeus. Et personne ne l'a jamais vue. On dit d'elle qu'elle est incroyablement belle, qu'elle est pure, qu'elle est vierge, etc. Mais personne ne l'a jamais vue pour la protéger des hommes. Parce qu'on apprend très vite que la violence sexuelle ou tout type de violence est hyper commun dans le royaume des dieux. Et sa mère a voulu à tout prix la protéger des hommes peu scrupuleux, on va dire, de l'Olympe. Et puis un jour, Perséphone, Corée, toujours pas Perséphone, va apprendre qu'elle est obligée de se marier, ordre de son père, et que en gros sa main est un petit peu discutée comme une vente aux enchères, c'est clairement ça, c'est un lot et c'est ça, celui qui misera le plus gros sur elle. Et donc elle va décider de s'enfuir et elle a un plan pour ce faire. Elle va descendre aux enfers pour aller voir Hadès, Hadès qui est un dieu qu'on ne voit absolument jamais. À la fin de la guerre avec les titans, on lui a donné ça alors qu'il avait genre 15-16 ans, on lui a dit débrouille-toi avec les enfers, t'en fais ce que tu veux, et personne ne le voit jamais parce que il sort pas de ses enfers, il y est très bien et il y reste. Donc son plan c'est en gros d'aller voir Hadès et de le convaincre de l'aider, et si jamais ça ne marche pas, elle invoquera la Xenia. La Xenia c'est une espèce de malédiction, enfin de pouvoir un peu absolu entre guillemets, où la personne qui l'invoque force la personne qui l'accueille à respecter sa dignité, à respecter sa vie, etc. et à l'accueillir dans des bonnes conditions. Donc c'est ce qu'elle va faire, elle va forcer Hadès à l'accueillir en invoquant la Xenia, et donc elle va s'immiscer dans le quotidien des enfers, dans la vie d'Hadès, et ensemble ils vont essayer de trouver une solution pour qu'elle n'ait pas à se marier et pour qu'on laisse Hadès tranquille, parce que Zeus risque de s'énerver en voyant que Hadès a aidé sa fille à se soustraire à son autorité. Voilà, je vous en dis pas plus parce qu'il est quand même relativement court, et mon dieu qu'il était bien. Je pense que je peux dire à l'heure actuelle que c'est un coup de cœur avec le recul, ça fait plus d'un mois que je l'ai lu maintenant. C'est un putain de coup de cœur. C'est une réécriture qui pour une fois est incroyablement bien faite. Déjà, on a une réécriture qui est fidèle au mythe, qui va pas aller réinventer une connerie. Il y a des petites inventions qui sont pas exactement celles de la mythologie grecque, etc. Mais elles sont super bien intégrées dans le récit et super bien intégrées dans la mythologie qui englobe le récit. Ça, c'était super bien fait. Ensuite, on va avoir vraiment une Perséphone qui est une héroïne incroyablement forte, incroyablement persévérante et qui n'est pas bête. En fait, ça me change des héroïnes de young adultes qui vraiment sont... Des fois t'as envie de les claquer, de leur dire mais va réfléchir 2 minutes à ce que t'es en train de dire et faire quoi. Les fausses révoltées, enfin les fausses rebelles qui essayent de se révolter contre une société mais qui n'y comprennent rien, enfin voilà. J'en retrouve assez souvent dans le young adulte et c'est ça qui me freine énormément quand je lis de la romance, etc. Là, on est sur une Perséphone qui sait ce qu'elle veut, qui se remet en question, ça c'est étonnant, sachez-le, je trouve dans le young adulte. Les héroïnes qui se remettent en question,
ça n'existe pas. C'est tout le temps les mecs qui doivent se remettre en question alors que les héroïnes les 3/4 du temps font de la merde aussi et très très souvent. Bref. Et là elle est en capacité de se remettre en question et je trouve ça incroyable. Il y a aussi cet énorme parallélisme en fait qui est fait entre le monde des mortels, donc notre société hein, sous-entendu clairement, et le monde des dieux. Parce que en fait, je pense ne pas vous spoiler en vous disant ça, mais les enfers sont encore à l'état de juste énorme plaine en fait, où les âmes circulent. Et donc les bourreaux se retrouvent au même endroit que leurs victimes. Et Perséphone se dit, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas des châtiments aux enfers pour que les vivants, de leurs vivants, eh bien en fait se disent, putain, si je fais des conneries, je vais souffrir pendant l'éternité. Et en gros, elle se dit, comme ça, les hommes vont arrêter de vénérer les dieux au fur et à mesure parce que les dieux se croient trop puissants. Et ils vont juste croire qu'en leur propre vertu et ils vont se suffire à eux-mêmes au bout d'un moment. C'est un truc un peu révolutionnaire sur l'Olympe parce que clairement, tous les dieux veulent être vénérés, hein, c'est logique. Sauf Perséphone et Hadès aussi, et pas en mode... Hadès c'est vraiment un coup de cœur dans ce livre, il était juste personnage incroyable. C'est vraiment le balancier de, vous avez les hommes violents, la violence pure comme Zeus, comme Arès, qui vraiment sont violents avec les femmes, il y a des histoires de viol dans ce truc, des histoires d'agression sexuelle, bref. Et vous avez d'autres personnages comme Hadès, vous allez avoir Tartare aussi, même Hermès au final est pas si violent que ça, qui vont contrebalancer le côté de, pas tous les hommes, mais en même temps c'est un peu des cas à part, c'est hyper bien fait parce que c'est dénoncer les sociétés patriarcales dans lesquelles nous vivons qui sont terribles et horribles, et à la fois c'est fait très intelligemment parce que c'est pas non plus une haine contre les hommes, c'est vraiment pas ça du tout. C'est pas une haine contre le sexe masculin parce qu'il y a même des dénonciations de comportements féminins qui sont très toxiques, par exemple Déméter qui est très toxique avec Perséphone. Alors j'ai juste pas aimé la fin, dans le comportement de Déméter, j'aurais préféré qu'on la laisse en mère toxique parce que du coup je trouve que la dénonciation est un petit peu trop légère parce qu'à la fin elle apparaît comme une mère magnifique, aimante, qui se sacrifie. Non, oui et non, mais elle est archi toxique et en fait on ne montre pas, on n'appuie pas encore plus son côté toxique et je trouve ça quand même dommage, mais étant donné que ce livre est un livre de la demi-mesure, je peux comprendre aussi. Mais du coup voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé les dénonciations qui ont été faites, la construction de l'univers, même la romance entre Hadès et Perséphone est très belle. Il y a très peu de smut, hein. Je crois qu'il y a 2 scènes et c'est évoqué, enfin je veux dire on vous décrit pas les détails, on évoque des activités sexuelles mais c'est tout. Voilà. Et gros cœur sur Styx aussi, qui est un des personnages très récurrents dans ce roman. Il y a très peu de personnages secondaires, mais Styx est un personnage qui revient très souvent et que j'aime d'amour vraiment. Styx, elle était incroyable. Voilà, la relation Hadès-Perséphone, même les côtés d'Hadès qu'on découvre. Enfin, Hadès et Perséphone sont 2 personnages hyper bien construits dans ce roman. Et voilà, c'est pour ça que clairement c'est un coup de cœur. La romance est trop bien faite, il n'y a pas beaucoup de scènes de smut, on fait des dénonciations utiles et pratiques dans la société actuelle, que ce soit du côté féminin ou masculin, et surtout on a une héroïne incroyable. Bref, je vous le recommande vraiment si vous voulez trouver des réécritures de mythologie qui sont vraiment fidèles et qui sont vraiment bien écrites. Et bien écoutez, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi ça y est, j'ai recommencé à lire, d'ailleurs je vous ferai des petits bouts de vlog quand j'y pense. Je pense que d'ici la fin de semaine il en sortira un, voilà. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de passer de très bons moments, ayez de très bonnes lectures, je vous fais plein de bisous. Ciao!